Autre marque qui était présente à ces championnats, c'était la marque Serpent. Alors, la marque Serpent qui, avec Rodi Roem, était champion d'Europe, champion du monde en titre piste, et qui s'est lancé en tout terrain, je crois l'année d'avant, en 85. D'ailleurs, ça doit être un modèle 85 que vous avez là. Donc ça veut dire qu'il y a encore, c'est le Cobra, hein. Il a le même nom que le tout terrain de chez Serpent actuel. Et on peut voir d'ailleurs les petits trous style BBS qu'on retrouvait aussi sur les voitures de piste, la Serpent Quattro, hein. C'est le même dessin. Donc c'est du petit diamètre. Et bien sûr, la version 86, hein, je crois que ça s'appelait le Javelin, Cobra Javelin. Elle avait des roues grand diamètre. Alors j'en ai un, mais qui est tellement en ruine que j'ai préféré vous présenter la version d'avant, qui est très semblable, hein, ça ressemble beaucoup au niveau architecture, notamment avec la platine intégrale, hein, un peu comme en piste. On voit qu'elle est démontable ici, on a l'impression que c'est une pièce, mais... Et on peut voir que c'est assez compliqué au niveau des tringleries, au niveau accessibilité. Et là, le moteur, c'est aussi plutôt un échappement latéral avec le fameux pot accordable Serpent. Donc dedans, c'était des différentiels, la plupart du temps, des différentiels à billes. Bon, c'était une voiture, ça n'a pas été une grande réussite à l'époque. Elle était jolie, hein. Là, on peut voir qu'il y avait le réglage, pareil comme le Yankee, du pincement à l'arrière, barre anti-roulis. Enfin, c'était bien équipé, enfin, c'était vraiment conçu pour la compétition, mais ça n'a pas été une réussite. Donc voilà, le Cobra. Excusez-moi, je vais pas tarder à éternuer. Non, c'est pas arrivé. Bon, c'est bon. Voilà. Donc, cette voiture, qu'est-ce qu'on peut en dire de plus? Là, vous avez même le châssis. Tiens, j'avais jamais fait gaffe. Le châssis, il est en plusieurs parties. Alors ça, c'est vraiment quand même étrange. On voit qu'il se sépare. Alors ça, c'est quand même très original. Et comme sur les Serpent Quattro, hein, elle a le même défaut en fin de compte que les voitures de piste, hein. Le cerveau de direction, on le voit même pas. Il est noyé en dessous. Donc imaginez pour l'entretien, pour les réglages, c'était quand même assez costaud. Alors, ils n'ont jamais fait de grands résultats avec cette voiture, mais il y avait pas mal les pistards de la marque. Je pense que Rodi Roem, il a dû rouler avec, qui roulait avec. Voilà, bon, donc ça compensait le niveau des pilotes pour une voiture qui était quand même. Disons qu'ils ont voulu garder les différentiels à billes, ça a déjà été une première erreur. Et des amortisseurs, on peut voir quand même, ça ressemblait pas mal. Et les amortisseurs étaient très beaux, hein, c'était à peu près la même conception que sur les voitures de piste. Celui-là, en plus, ils ont voulu faire un système de volume constant. C'est pour ça qu'il y a une durite qui relie les deux côtés. Comme ça, la bulle, elle se trimballait là, si c'était bien rempli. Voilà, même si c'était une voiture, je pense qu'en plus, il n'y avait pas de différentiel central. Donc, c'était un peu chaud. Alors, on revient sur une marque française, hein, c'est MRC. Alors là, je vous présente pas un 4x4 parce que j'ai déjà fait une vidéo sur la même chaîne YouTube, hein, si vous cherchez. Je l'ai fait il y a 6 mois, je crois, une vidéo qui présentait la gamme MRC un peu. Donc là, j'ai voulu vous présenter un traction plutôt. Pourquoi? Parce que déjà, j'ai la version 86, donc GTI, ils appellent ça, et la version juste d'avant, et on peut voir vraiment les évolutions qu'il y a eu dans la RC, on les changements qu'il y a eu, hein, entre ces différentes versions. Alors là, c'est un traction, et aussi un traction, parce que le traction, ça a été un peu une petite révolution à ce moment-là. Ça permettait de rendre les deux roues motrices faciles. Donc il y a beaucoup de débutants qui commençaient avec cette version, hein, qui était souvent équipée d'un moteur Pico. Il les vendait comme ça. Enfin, il restait la radio, bien sûr, à mettre, tout ça. Et donc, ça a été quand même une voiture, beaucoup de gens ont débuté avec. Donc, si je regarde la version d'avant, là, on retrouve la même chose, ça veut dire les roues. C'est là qu'on voit que ça a évolué. Là, vous avez donc les roues petit diamètre qui avaient donc jusqu'en 85 à peu près. Et là, après, on s'est retrouvé avec ce diamètre de roue. Donc, ça a été le principal changement, avec aussi la triangulation. Là, avant, on avait des triangulations. Là, c'est un étrier pivotant, hein, qui permet donc de régler la chasse, mais qui était pas très fiable. Et après, on s'est retrouvé avec un train à rotule. C'est des triangles simples, mais sur rotule avec une fusée, voilà, parce qu'il y avait beaucoup plus de place avec l'adoption des jantes de grand diamètre. Donc, vous pouvez mettre
des trains plus importants. Voilà, donc ça c'est une voiture qui a été beaucoup utilisée pour ceux qui ont des petits moyens notamment, que c'était pas trop cher. Et bon, par contre, il fallait pas mal bricoler pour obtenir de bonnes performances, mais en traction, elle tirait bien son épingle du jeu. En 4x4, c'est vrai que c'était un peu plus compliqué, même s'ils avaient quand même une équipe avec de très bons pilotes, des pistards notamment, parce que je crois qu'à l'époque, MRC commercialisait la marque PB, donc ça permettait de faire passer quelques pilotes en tout terrain de haut niveau. Alors j'avais oublié de parler de la carrosserie du Rabbit, parce que là aussi, c'est comme les jantes, on voit bien l'évolution des formes, on commence à avoir des formes, je ne veux pas dire qu'ils se rapprochent des TT actuels, mais des formes plus symétriques déjà. Là, vous avez donc les Rabbit qu'on trouve en 86, hein, et là, c'est la génération d'avant. On voyait les formes étaient beaucoup plus tourmentées. On gardait un petit le pilote souvent visible, hein, un peu comme sur les voitures de piste, hein. C'était en partie un peu inspiré de ça, quoi. Donc, vous voyez, la carrosserie, elle était assez tourmentée. L'aileron était intégré, déjà un mini aileron. Donc là, il y avait un gros aileron qui était rajouté dessus. Mais voilà, c'était assez différent. Là, on voit bien l'évolution. On va poursuivre avec la marque Micro Racing. Alors là, quand on voit le bolide, on se pose des questions. Non, c'est simplement que en lisant Auto 8, je me suis aperçu que Micro Racing, alors c'était une marque historique, hein, c'est quasiment eux, je pense même eux, qui ont sorti le premier buggy européen. Et ce qui m'a beaucoup étonné, c'est qu'ils disaient que les Suisses avaient roulé avec un Coyote. Le Coyote, c'était quoi? Alors, c'était juste avant, il y avait des voitures un peu, comment dire, compétition, hein, comme le Cruise, tout ça, qui était vraiment atypique, hein, aussi. Et là, ils avaient sorti une voiture qui permettait de passer facilement du mode 4x4 au mode traction, au mode propulsion ou électrique, comme c'est le cas là. Alors là, c'était vraiment le modèle de base, hein. On voit les pneus, c'est même de la mousse, hein. Eux, c'était leur spécialité. C'est encore des jantes de petit diamètre avec des clips démontables rapidement, là. Et c'était des pavés en mousse et des pneus. Ah, là, ils sont caoutchouc. D'ailleurs, on voit qu'ils sont craquelés. Et le principe de cette voiture, c'était que c'était une transmission par courroie. Alors là, c'est un modèle un peu spécifique. C'est un modèle d'Expo qui était équipé de cette carrosserie, une superbe carrosserie. Alors, si j'avais bien compris, quand je l'ai acheté, on m'a dit que c'était une voiture qui était exposée dans les salons. Voilà, elle servait. C'était le Buggy Fun, je crois. Et donc, c'était sur la même base que la voiture qu'ils ont utilisée pour le championnat du monde. Sauf que là, c'était un mode électrique parce qu'on pouvait facilement la passer en électrique. Et à l'intérieur, ici, il y avait une courroie. D'ailleurs, ici, vous avez un diff. Alors, c'est un diff à billes. Donc là, c'est quand même aussi assez spécifique. Voilà. Ici, il y avait la courroie qui venait. Alors, celle-là, c'est un peu spécial parce qu'on voit ici les pignons pour une chaîne. Je crois que c'est pour le modèle 6.6 de la marque qu'ils avaient sorti à un moment. Et là, on a des cardans en plastique coulissants, un peu comme Schum a fait. Là, on les voit, hein. On a la partie 6 pans ici, en aluminium. Donc c'était un modèle assez spécifique. On voit les ressorts à épingles qu'ils ont conservés et un mono-amortisseur à l'arrière comme à l'avant. Alors ce modèle, il avait une boîte radio, hein, mais sur les modèles, par exemple le 4x4, ça c'est une platine, je pense, de la version 4x4. Et on peut voir que c'est une platine qui était intégrale, qui faisait tout le long. Et donc il y avait une courroie qui reliait l'avant à l'arrière. On peut voir le cerveau qui est placé dans la cellule avec un petit carter en plastique. Enfin, c'était assez original comme engin, mais bien sûr avec des triangles. Enfin, voilà, on peut voir que la garde au sol était quand même assez faible. Nous, bien sûr, les pauvres Suisses, ils ont beaucoup souffert. Voilà, à savoir aussi que le démarrage hein, était un peu spécifique. On démarrait par cône. Ça, au bout de l'embrayage, hein, ça, en fin de compte, c'était le volant d'embrayage. Il y avait les maslottes qui se montaient dessus. Et ça, c'était le cône de démarrage comme les avions. Donc on venait démarrer en embout comme ça. C'était assez pratique, moi j'aimais bien. Là, les fusées, on peut voir les moyeux. Alors que Yankee, c'était déjà du 17. Hein, c'est eux aussi qui ont inventé le moyeu de 17 qu'on retrouve sur tous les terrains. Et là, je crois que c'était du 12. Voilà, donc c'était là aussi assez spécial. Et en plus, il y avait un seul roulement. Et les roulements étaient maintenus par des petites vis. Là, voilà, qui faisaient juste buter. Et ça, c'était moulé dedans aussi. Alors, je peux vous dire que fallait pas prendre trop de choc. Heureusement, c'était des voitures légères. Voilà, ça c'était une petite curiosité. Alors, à savoir que les Suisses roulaient
avec ce type de voiture, mais en version bien sûr un peu améliorée. Autre marque très très originale présente à ce championnat du monde, la marque PB, avec le PB Mustang. Alors cet engin, il est assez monstrueux, hein, ça devait être le plus lourd, le plus long, il y a un porte-à-faux qui est énorme, hein. Alors sa caractéristique, déjà, c'est qu'il était, quand il est sorti, il était d'origine équipé de jantes grand diamètre. On peut voir ici, en plus démontable. Mais bon, je pense qu'il fallait quand même coller, je me rappelle plus trop. Pourtant, je l'ai utilisé au moins sur une course, cette voiture, et j'en garde un super souvenir, malgré une fiabilité qui était quand même, essentiellement à cause de son poids, qui était un peu aléatoire. Alors cette voiture, la caractéristique, c'était 4 roues directrices. Alors là, vous avez le train avant, hein. Donc, ce qui est bizarre, c'est que le sauve-cerveau, il y a une timonerie, une commande de direction qui est sur l'avant. Alors pour la géométrie, je suis pas sûr que c'est hyper génial. Et surtout, il y a un porte-à-faux devant qui est monstrueux. Alors, ça avait tendance à pas mal taper. Et à l'arrière, la même chose, on retrouve aussi une commande. Alors, il y avait ouais, donc il y avait un cerveau énorme, on mettait un gros cerveau, un RS1000 souvent, de chez Rob, et ça permettait voilà, d'avoir les 4 roues directrices. Alors un jour, il faudra quand même que je finisse de le remonter celui-là. Ce qui me manque surtout, c'est la carrosserie plus quelques bidouilles. Alors bien sûr, on retrouve le fameux réservoir PB hein, qu'on retrouvait, qui vient de la voiture de piste. Alors parce que PB à la base, c'était un fabricant de voitures de piste. C'est eux avec Serpent qui ont inventé un peu la voiture à suspension. Je veux dire, avec un bon volume de vente, la boîte de vitesse aussi. Alors cette voiture, elle pouvait être équipée d'une boîte de vitesse, ce qui semble quand même assez incroyable, hein. Ça devait être assez monstrueux que la boîte de vitesse. Les ponts, ils sont énormes. Voilà, on dirait qu'il y a des sortes de petites ailettes de refroidissement. C'est pas ça, c'est pour la rigidité. Les cardans, ils sont aussi assez balèzes. Les amortisseurs, c'est ceux qu'on retrouve sur la PB X5, je crois. Donc sur les voitures de piste. Voilà, il y a quand même pas mal de pièces. Les diffs, ils sont en alu. Vous voyez ici la transmission, le cardan central qui est en aluminium et acier, je pense, un mélange. Ça, c'est le raidisseur. Vous voyez, c'est une voiture assez monstrueuse qui pesait vraiment très lourd et qui était assez pataude. Et on peut voir que c'était comme le Magnum et aussi comme les Garbo, c'était des trains à rotule. Un train à rotule, l'avantage qu'il y avait, c'est que on pouvait régler la géométrie dans tous les sens. Alors vous voyez ici, il y a même un réglage pour ajuster le jeu. Et bien sûr, si on met des cales en dessous, là, ça permet de régler le cabrage, l'anti-cabrage. Enfin bon, là, il y a une multitude de réglages qui peuvent être faits à ce niveau-là. Par contre, je ne sais pas s'il y avait un réglage du carrossage. Apparemment, non. Il fallait sûrement jouer sur autre chose. Voilà, donc le PB Mustang. Donc, qui a eu une carrière, on va pas dire glorieuse, mais qui s'est fait remarquer surtout par son aspect. Et moi, je me rappelle, il y avait quelques pilotes qui avaient ça en région parisienne. Quand on les croisait sur les pistes, ça faisait mal. Et surtout, il y avait souvent de très bons pilotes qui pilotaient cette voiture. Les pilotes du team, notamment piste. Et pour finir ce petit tour des marques hein, présentes à Championnat du Monde, bien sûr, je peux pas tout vous montrer, j'ai pas tout. On va finir par Kyosho. Et là, je commence par une voiture qui n'était pas présente au championnat du monde, c'est le Land Jump, hein. En fin de compte, ça a été le premier 4x4 qui a été commercialisé un peu en masse, hein, qui a été beaucoup vendu. C'est un peu un Graal hein, pour les amateurs de vintage, hein. Il y en a beaucoup qui veulent ça, donc c'est le Graal. Tout le monde en veut un, sauf que ça vaut très cher maintenant. Alors moi, j'en ai un qui est pas tout à fait, qui est en bon état, mais la boîte radio, par exemple, c'est un bricolage. Enfin, donc, il demande un peu de boulot. Mais ça montre déjà l'architecture pour comparer à la marque Yankee, hein, qui a inventé l'histoire des 3 diffs, les moyeux de 17, le système de double triangulation. Voilà, tout ça. Là, on voit que c'était des châssis poutres. Donc, on le retourne. Voilà. Déjà, on voit que c'est une transmission par courroie. Des triangles en aluminium, c'est des bras tirés. On voit que les amortisseurs, la partie ressort, elle est séparée. Voilà, donc c'est des amortisseurs un peu au look réaliste, hein, qui était assez sympa d'ailleurs. La triangulation à l'arrière, elle est aussi un peu particulière. On peut voir que le moteur, il est en position transversale. Là, c'est un moteur rotatif, avec des couronnes en acier qui sont ultra fines. Le pot d'échappement, voilà, qui est sur l'arrière, en hauteur. Et le réservoir. Alors là, si vous faites des courses et vous êtes mécano, hein, allez faire le plein, là, ça va être
bien pratique, ça va être assez terrible. Et en plus, la répartition des masses, bien sûr, pour les courses, ça va changer. Par contre, ce qui était bien, c'est que c'était enfermé la radio dans une boîte étanche, donc ça permettait quand même de protéger ces éléments qui étaient à l'époque hyper fragiles. Et on avait un méga gros pare-choc. Donc la chaîne, elle partait du train arrière, hein, il n'y a pas de diff, il n'y a bien sûr pas de différentiel central. Elle- Ici, on voit qu'il y a un chemin des tendeurs, elle passait en dessous pour arriver jusqu'à là. Pareil, il n'y avait pas de diff, c'était un système de roue libre. Regardez, comme en piste. Dans ce sens-là, ça débraille. Et là, voilà, ça entraîne. Donc voilà, ça permettait de modifier le comportement, mais c'est sûr que ça valait pas un différentiel. Alors après, il y a des optionneurs comme Jean-Michel Claudel, tout ça, qui ont modifié, qui ont mis des diffs, tout ça, mais ça a été... la voiture, c'est sûr qu'elle pouvait faire illusion au début, mais après, dès que les Yankees sont sortis, là, c'était quand même plus compliqué. Et donc, toutes les voitures japonaises étaient un peu sur cette base, des triangles en alu, châssis poutre. Même les 4-2, alors ça, c'est une voiture qui était plus récente, hein, je crois, le Racing Bajas doit être 1983, donc c'était plus récent que le 4x4 qui est, je crois, sorti en 81 ou 80. Et là, on voit les 4-2, c'était le même principe, hein, double triangulation des bras tirés, avec le moteur qui était avec un porte-à-faux qui était énorme à l'arrière. Voilà, et bien sûr, là, il y avait un différentiel, mais c'était le seul hein, de la série qui avait un différentiel, c'était un différentiel à billes. Et il y a en dessous de la carrosserie, il y a une boîte radio, pareil, étanche. Et là aussi, on retrouve un châssis poutre. Alors on s'est dit, comme entre-temps, ça fait déjà depuis 1983 que Yankee avait sorti le 4x4, on va dire on est en 86, les Japonais, ils vont modifier. Et en fin de compte, non, ça c'est la voiture qu'ils utilisaient en 1986 au championnat du monde. Alors c'est pas tout à fait la même, hein. Là c'était le Presto qu'ils utilisaient, je crois, qui faisait suite à l'Integra. Alors la grosse différence qu'il y avait, c'est qu'on retrouvait toujours, vous voyez, le châssis poutre, le réservoir qui est placé à l'arrière, il y a toujours le pot ici, mais par contre il n'y avait plus l'arceau et ils avaient mis des triangulations en plastique, simple, mais par contre tout ce qui est transmission, vous voyez, c'était exactement la même chose. Alors là c'est une version 2 roues motrices, bon ça change pas grand chose, hein. C'est simplement que la chaîne elle va pas jusqu'à là, il manque le différentiel, les cardans, mais autrement l'architecture est la même, toujours la boîte radio. Donc on voit qu'en 5-6 ans, ils avaient quasiment pas évolué, à part peut-être la triangulation, mais alors c'était peut-être pas un plus, parce que les bras tirés, c'est vrai que ça marchait pas mal. Donc on voit par rapport aux voitures modernes qui étaient les Yankees, les Seacom, les Garbo, les pauvres japonais, ils étaient complètement dépassés. Surtout que eux, ce qu'ils appréciaient par exemple, c'est de mettre des triangles en aluminium, des pièces chromées, des choses comme ça. Et donc les japonais, ce qu'ils ont fait à ce championnat du monde, ils se sont fait étrier, et même s'ils n'avaient pas réagi en 4-5 ans, ils n'avaient pas du tout bougé, d'un coup, ils ont montré qu'en une année, ils pouvaient copier ce qu'ils ont fait, hein. Ils ont pris énormément de photos. D'ailleurs, on le voit sur la vidéo Yankee. On voit des Japonais avec des Nikon, des machins, des Minolta, qui sont en train de bombarder la voiture de VSR à la fin de la finale et même dans les stands. Et ils ont copié. Ils ont dit, bah, on va reprendre la même architecture. Et la voiture qui va sortir quasiment un an après, hein, en 87, le Burns, on va voir que par rapport à cette voiture, il n'y a aucune pièce en commune. Voilà, un Burns. Donc ça, c'est le fruit, en fin de compte, c'est de la copie des Japonais. Voilà, ils ont copié. Ils ont repris donc exactement la même architecture, hein. Le moteur qui n'a pas bougé, hein. Même maintenant, c'est la même architecture. Alors, il n'y a que le réservoir hein, qui a bougé, maintenant il est ici. Mais sur le Yankee, à noter qu'il était déjà ici, le réservoir. Donc c'est Kyosho, par la suite, ils vont le passer là aussi. Au début, ils ont fait, ça a été modéré. Et ils ont repris les amortisseurs qu'ils avaient sur les 1 dixième, hein. Ça, c'est les options ou je crois, or, qui avaient notamment sur les Optima. Ils ont repris un système de cellules un peu comme Yankee, sauf que là, les trous étaient déjà percés, ça s'assemblait parfaitement. Il y avait ici le petit carter qui pouvait glisser, hein. C'était sous glissière, donc ça permettait d'accéder rapidement au graissage du différentiel ou des choses comme ça, enfin du coupe conique du moins, la triangulation, tout. Enfin, ils ont tout repris, mais en un peu mieux, c'est-à-dire au niveau montage surtout. La qualité du montage, l'assemblage, la facilité d'entretien. Alors par contre, il y avait quelques trucs qui sont restés un peu à l'ancienne, hein, comme cet échappement avec le coude ici
silicone, enfin voilà, qui avait tendance toujours à se déchirer un peu. Il y avait cette platine radio, qui est d'ailleurs assez rare à trouver maintenant, qui était assez pratique, hein. C'était un gros progrès par rapport à ben, justement les marques françaises qui négligeaient ces détails-là. Voilà. Par contre, on trouvait un réservoir avec un bouchon à visser. Bon, ça, c'était pas hyper pratique. Il y avait un petit carter en Alexandre, je crois, qui recouvrait le récepteur. C'est là qu'on a commencé à trouver des petits accessoires que négligeaient complètement les marques françaises, comme les fixations de cerveau, qu'on trouve toujours sur les kits, c'est les mêmes, hein, les kits, le MP10, c'est les mêmes fixations encore. Il y avait des trains de Glory, tout. Alors sur les Yankees, c'est un peu l'erreur qu'a fait aussi Laro par la suite, c'est de négliger tous les détails. Voilà. Et pourtant, cette voiture, elle n'était pas sans défaut. Moi, j'ai eu les toutes premières avec Jean-Louis Audubert. Je me rappelle, on avait été chez Drastic, hein, qui distribuait cette voiture quand il y a eu les toutes premières qui sont arrivées. Donc, c'était en 87. Et quand on les a fait rouler, bon, ça marchait bien. Mais alors, par contre, les premiers modèles, ça a été une catastrophe au niveau des aciers, aussi disponibilité des pièces. Enfin, ils ont mis un moment à se mettre au point au niveau des matières. Et ce qui a permis donc aux marques françaises de perdurer et de garder leur avance. Mais au bout d'un moment, quand ils ont commencé à résoudre tous ces petits problèmes, à sortir des accessoires, des améliorations, ben là, ça a été dur commercialement pour les marques françaises de survivre. Et donc, c'est ça qui a fait le succès de Kyosho. C'est surtout la qualité des boîtes, hein. Ça veut dire, c'était beaucoup plus vendeur, c'était présenté sous blister. Et c'était super agréable à monter, hein, comme ça l'est toujours d'ailleurs. Et voilà. Donc, c'est un bel exemple de comment se faire piquer une bonne idée. Voilà, comment les Français ont réussi à trouver les idées, ont tout développé, ont tout inventé et qui se sont fait croquer. Et je pense que maintenant, la plupart des gens pensent que c'est plutôt des marques comme Kyosho qui ont conçu les premières voitures modernes. Voilà. Donc c'était, j'aurais pu faire beaucoup plus long, hein. Déjà là, c'est long. À mon avis, il va falloir que je fasse ça en deux parties. J'aurais eu plein d'autres voitures que j'aurais voulu vous montrer, comme le Samba de CSG, qui était une voiture hyper originale, qui est sortie en 86 aussi, le Yankee 86, l'Electra, enfin il y avait plein de voitures à présenter. Mais alors là, on en aurait pour des heures. Et donc à la fin de cette vidéo, je vais déjà faire vous montrer comment trouver des pièces détachées, hein. On a un partenaire qui vend de la pièce détachée et même des fois des kits, hein, pour ceux qui sont intéressés par le vintage. Et aussi à la fin, on fera une petite compile de la vidéo de la cassette Yankee. Alors à savoir que l'intégrale est disponible depuis des années sur RC Mag Vintage et aussi sur notre chaîne YouTube. Allez, je vous remercie. Et si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à réagir sur RC Mag Vintage ou sur RC Mag si vous voulez qu'on refasse des vidéos de ce type sur des voitures, sur des modèles. J'ai notamment pas mal de voitures de piste. On pourrait faire un spécial piste par exemple. Voilà. Allez, bientôt, à bientôt. Et dans cette période de confinement, ben, je vous souhaite la meilleure et faites bien attention à vous. Alors pour ceux qui ont des voitures vintage comme moi qui collectionnent un peu et qui cherchent des pièces, alors je vais vous montrer, là il y a un site partenaire de RC Mag avec qui je fais pas mal de choses, notamment des vidéos et aussi au niveau du vintage, qui a une rubrique vintage qui est en plus loin d'être pleine, hein, vous voyez, ici vintage, et vous avez toute la liste des marques, hein, vous avez des pièces Yankee, PB, Double, Yokomo, Pictor, Kyosho, tout ça. Alors à savoir qu'il n'a pas eu le temps, enfin le problème c'est qu'il a beaucoup de boulot avec la partie moderne, et il n'a pas le temps de remplir, parce qu'il a, c'est rempli à peine à un dixième de ce qu'il a. Alors notamment, par exemple, ceux qui ont des Yankees, hein, on va faire, par rapport à la vidéo qu'on a fait aujourd'hui, hein, sur l'année 86, si on clique plutôt sur Yankee, on voit, ben là, c'est toutes les pièces qui sont disponibles. Je crois qu'il y en a quelques-unes qui ont été... j'ai cru savoir qu'il y en a quelques-unes qui sont parties entre-temps. Il n'a peut-être pas encore enlevé les photos, mais on voit il y a des coupes coniques, des fusées, des lots de pièces aussi. On peut voir, il y a des lots avec plein de pièces en vrac, des pièces neuves, des pièces d'occasion. Il y a aussi, si on regarde en vintage aussi, il y a quelques voitures, je crois. Enfin, il y a MRC, tiens, on a parlé des Rabbit. Normalement, il y a pas mal de pièces de Rabbit, vous voyez, des lots. Pareil, des lots de pièces, des châssis, des trains avant, trains arrière, des roues, des châssis, enfin encore des couronnes.
Enfin, il y a beaucoup de pièces. Alors ça, c'est bien des différentiels complets. Vous voyez, des triangles. Les carrosseries aussi, qui reproduit, hein, les carrosseries de Bullitt, Buffalo. Enfin, là, c'était des engins un peu plus vieux. Et il y a aussi, alors bon, donc il y a plusieurs marques, je vais pas tout vous montrer, mais par contre, je vais vous montrer, il y a aussi des kits. Alors, de temps en temps, il y en a, alors il y en a certains très rares, ils sont à peine en ligne, ils sont partis. Là, il y a une Yokomo qui est encore en ligne, et deux Rabbit GTI, alors ça que je connais, parce que c'est moi qui les ai restaurés, comme je connaissais bien les Rabbit, et qui sont en très bon état. Mais il y a eu un Buxi qui est parti dernièrement, qui a été mis dans la journée, il est parti tout de suite. Enfin, il y a quand même quelques voitures sympas, et je sais qu'il en a encore pas mal à mettre. Donc, quand vous cherchez des pièces, pensez à regarder sur nos 1034. Ils vont aussi, j'ai oublié, pour ceux qui cherchent du vintage, il a encore quelques moteurs. Je vais regarder où c'est. Est-ce que ça, c'est intéressant? Moi, j'en ai pris deux. Direct, des moteurs OS. Alors, c'est la génération qui a eu juste après. Mais voilà, ici. Vous avez encore des moteurs OS SEB et SEB à tirette. Donc ça, pour le vintage, là, c'est le top. En plus, ils sont pas trop chers. Et donc ça, au moins, on a un très bon moteur. Ceux-là, ils calent jamais. Et en plus, on a le look vintage, hein, parce que c'est des moteurs, ça, des années, je pense que ça doit être fin 80, début 90 à peu près. Voilà ce qu'on pouvait voir sur le site de Modelis 34, hein, pour ceux qui cherchent. Voilà, c'était un peu le bon plan pour trouver de la pièce vintage. Como 6 vas a poner. Como 6, no como 9, si no estás copado, ya no te... Pascal